tenais à remercier Pascal Casari et Corentin pour tout le temps passé sur le projet, le matériel qu'ils nous ont fourni et aussi tous les précieux conseils qui nous ont permis d'avancer. Bonjour à tous, cette vidéo présente le projet tutoré qu'on a réalisé donc, pour cette année 2022-2023. Donc, je m'appelle Marin Lagoutte. Et je m'appelle Maxence Collin. Et on va vous présenter notre projet sur la conception d'un surf éco-responsable. Donc ce projet s'inscrit, donc, je vous l'ai dit, sur l'année universitaire 2022-2023, donc on a eu l'année pour le réaliser. On va vous détailler les différentes étapes de la réalisation du projet. Donc dans la première partie, on a trois grandes étapes dans ce projet. La première grande partie, ça va être l'étude des matériaux. Donc pour cela, on avait choisi deux méthodes. Donc une méthode par injection plastique qui consistait en fait à utiliser des bouteilles en plastique pour les recycler et en créer des éprouvettes pour ensuite tester les propriétés mécaniques et potentiellement à terme en créer des bobines de fil pour des impressions 3D. Et une deuxième partie, vraiment impression 3D. L'objectif était de réaliser des impressions pour réaliser des éprouvettes de choc et traction dans différents matériaux à l'aide d'imprimantes 3D. Et l'objectif c'était vraiment de comparer les propriétés mécaniques entre une éprouvette fabriquée en impression 3D et une éprouvette fabriquée en injection plastique, puisqu'on s'attendait à avoir quand même des résultats assez différents. Donc la deuxième partie ensuite c'est la phase d'impression 3D à l'issue de tous les tests des matériaux, donc sur les matériaux bruts. On a sélectionné un type de matériau qui nous paraissait être le plus intéressant, donc au vu des résultats, et on a commencé à lancer la phase d'impression sur le surf. Donc on a fait toute une étape de modélisation 3D, donc sur un logiciel tierce, SolidWorks, et en fait on a réalisé donc un surf en trois parties qu'on a ensuite imprimé avec ce matériau issu des tests. Donc après la réalisation des impressions du surf, l'objectif c'était de réunir en fait le surf, puisque là le surf est composé de trois parties plastiques ici. Donc le but c'était de les coller et ensuite de venir stratifier le surf, donc c'est-à-dire appliquer donc une fibre de verre avec de la résine époxy par-dessus pour venir vraiment rigidifier le surf, puisque à la base donc c'est les trois parties qui ne tiennent pas ensemble et en fait on a un surf qui est extrêmement rigide à la fin. Donc voilà le résultat final, le livrable final. Et ensuite, donc c'était le but. Et ça permet aussi d'étanchifier le surf, donc comme un vrai surf. Donc, je vais commencer par vous présenter la partie injection plastique. Donc on a utilisé des bouteilles de plastique en PET comme ceci. Donc on a utilisé le broyeur pour broyer les bouteilles plastiques pour obtenir donc comme ceci donc un plastique broyé. Ce plastique broyé, on a tout d'abord essayé de faire des premières injections plastiques donc avec une presse, comme ceci, avec une presse Olimaker. Donc on a obtenu au début des éprouvettes comme ça qui étaient brûlées. Donc ça c'était des éprouvettes on va dire de test. Donc la presse comment ça marche, donc on a une presse ici, ça va venir chauffer le plastique qu'on dépose ici. Et ensuite avec la presse on vient pousser pour injecter le plastique au sein d'un moule qui lui est même chauffé. Du coup, une fois qu'on avait notre plastique broyé, on s'est posé la question de savoir si l'hydratation du plastique avait une incidence sur la température de fusion. Donc pour ça, on a pris notre bouteille qui a été broyée dans le broyeur là. Et en fait, on l'a passé en DSC, donc ce premier échantillon brut. Donc la DSC, c'est Differential Scanning Calorimétrie. Donc là, on est en train de faire une mesure de DSC pour connaître la température de transition vitreuse et la température de fusion du PET. Donc l'échantillon, on a préparé des creusets, donc comme vous pouvez voir ici. Donc on a ensuite été peser la masse de l'échantillon qu'on a mis dans le creuset, donc sur la balance ici. Et ensuite, on va venir effectuer différents segments de chauffe. Donc tout d'abord un ISO à 0 degré pendant 10 minutes, puis une rampe de chauffe entre 0 et 300 degrés. Donc vous voyez ici. Le tout sous une atmosphère inerte, donc avec de l'azote comme gaz. Et en fait, ça va nous permettre de connaître les températures, donc je l'ai dit tout à l'heure, de transition vitreuse et de fusion pour savoir exactement à partir de quelle température notre plastique va fondre. Et ensuite, on pourra régler directement la bonne température sur notre moule, notre injection plastique. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, c'est de connaître vraiment la température parfaite pour pas chauffer trop et détériorer les propriétés plastiques et chauffer assez pour que ça fonde. Cet échantillon, vous voyez ici, là, qui a été passé dans une étuve. Donc une étuve, c'est juste un four qu'on a mis à 70 degrés pendant 48 heures. Et en fait, ça a permis de déshydrater le plastique. Et l'intérêt, ça a été de regarder si cette déshydratation a modifié la température de fusion.
après avoir réalisé une DSC avec donc, le plastique étuvé et le plastique non étuvé, on remarque qu'on n'a pas de changement significatif sur la température de fusion du plastique. Malheureusement, on a eu des différents problèmes avec la presse, donc notamment des problèmes électroniques avec les boîtiers qui contrôlaient la température. Donc on a dû abandonner le projet presse. Après l'échec de la presse, on a décidé de faire tous les matériaux en impression 3D. Donc grâce aux imprimantes donc Ultimaker et aussi à d'autres imprimantes qui étaient dans le bâtiment 3. Donc on a décidé de faire 4 matériaux, c'est-à-dire du PLA, du PET, du PETG et de l'ABS. On a aussi essayé de faire des éprouvettes en nylon, mais malheureusement ça n'a pas marché, ça a été trop compliqué à imprimer comme matériau et on n'a pas su trouver les bons réglages et on n'avait pas forcément le temps nécessaire aussi pour approfondir ce sujet. Donc on a dû aussi abandonner le matériau nylon. Donc voilà toutes les éprouvettes qu'on a actuellement imprimées. On n'a pas totalement fini au niveau des différents matériaux. Et donc on a 4 matériaux comme j'ai dit, du PET, du PLA, du PETG et de l'ABS. Donc on n'a pas encore imprimé les éprouvettes de choc en PETG et on a imprimé un modèle différent en ABS pour voir les différences entre les modèles de choc. Et donc on a aussi imprimé donc 2 modèles différents d'éprouvettes. On obtient des résultats très similaires entre les 2 normes d'éprouvettes de choc, puisque en fait l'énergie est rapportée à la surface de l'éprouvette, donc l'énergie obtenue en finale est très proche entre les 2 éprouvettes. Donc, au cours des impressions, on a eu divers problèmes avec les imprimantes, donc soit des températures qui étaient inadaptées, donc ce qui a amené donc le plastique à brûler. On a aussi des premières couches par exemple qui s'imprimaient pas bien, ou alors notamment avec l'ABS, donc des décollements du plastique à cause de la température notamment. Et aussi avec le nylon, on avait des problèmes de collage de la buse ou du plastique qui venait entraîner toutes les éprouvettes et qui décollaient tout en fait. Donc pour pallier aux différents problèmes de décollement, notamment sur l'ABS, on a décidé donc d'utiliser des cloches et des panneaux avant pour mieux confiner la température et que la température reste le plus homogène possible. On a dû aussi désactiver les ventilateurs pour vraiment que la température soit homogène et qu'il n'y ait pas de flux de température, et ainsi que de la glu à mettre sur le plateau pour éviter les décollements. Ça permettait aussi d'être un peu plus étanche puisque l'ABS dégage beaucoup de nanoparticules qui peuvent être toxiques. De nos matériaux et nos éprouvettes, on va faire deux tests importants, donc 2 tests de caractérisation. Le premier, le voici, c'est le test de choc ISON. Donc on a un pendule qui a une certaine hauteur et qui a une certaine masse, donc vous voyez ici les masses, qui va venir frapper en fait donc cette éprouvette. Donc là vous voyez une éprouvette de choc, donc c'est une éprouvette qui a été imprimée en 3D qui est ratée, c'est vraiment pour le test. Cette éprouvette, on va venir la coincer ici, dans le support. Vous voyez qu'il y a une petite fente, c'est là où va venir taper le pendule. Et en fait on va tout simplement dégager la chaise, le pendule va venir taper l'éprouvette et on va venir récupérer l'énergie dissipée l'énergie qu'a emmagasinée l'éprouvette lorsqu'elle a été rompue. Donc tout de suite, un essai. Donc là on peut voir que le pendule est venu casser l'éprouvette et on va venir récupérer ici sur la marque la hauteur à laquelle est remonté le pendule. Et avec un calcul, on va pouvoir récupérer l'énergie nécessaire pour casser l'éprouvette. Donc voilà ce qui nous intéresse vraiment, savoir quelle est la contrainte maximale que peut emmagasiner l'éprouvette avant de rompre. Donc pour la partie test de traction, pour connaître l'élasticité de nos éprouvettes, donc de nos matériaux et la contrainte à la rupture, on a en fait imprimé les éprouvettes donc, comme on vous a montré précédemment. Et là ce qu'on est venu faire c'est tester avec la machine de traction.
Donc là, je prends l'exemple d'une autre éprouvette, donc pas celle qu'on a faite. En fait, le principe est assez simple, c'est de venir coincer l'éprouvette dans le mort du bas, tac, ici. Donc on voit qu'on a ici les deux zones où les morts vont venir comme ça, où il y a mes doigts. Donc là, l'intérêt, c'est de le coincer dedans, tac. On va venir donc refermer le mort du bas, hop, comme ceci. Donc là, je bloque à fort, pas trop non plus, mais il ne faut pas que ça bouge. Et ensuite, je vais venir tout simplement descendre le mort du haut pour venir faire la même chose et en fait venir le fermer, donc comme on peut voir ici. L'intérêt de ce test, c'est ensuite que la traverse donc, du haut, ce que je touche ici, là, va venir remonter à une certaine vitesse. Donc nous, on fait la vitesse à 5 mm minute, donc un déplacement de 5 mm toutes les minutes. Et en fait, ça va venir tirer sur l'éprouvette et on va venir récupérer la contrainte en fonction de la déformation, sachant la dimension de notre éprouvette et sachant la force qui est appliquée donc, sur la cellule de force ici et le déplacement de notre traverse et donc de notre éprouvette. On peut récupérer la contrainte et la déformation de notre éprouvette. Ça nous permet du coup d'avoir la contrainte à la rupture, donc la contrainte maximale à partir jusqu'à laquelle notre éprouvette va rompre, donc va casser, et le module d'élasticité, donc le module du lion. Donc là, on vient d'effectuer les tests de traction donc sur les 5 différents échantillons, donc le PLA imprimé en blanc, le PLA imprimé en noir, le PET, le PETG et l'ABS. Donc là, on voit les différents échantillons éprouvettes qui sont marqués. Donc sur les premiers, le PLA en blanc, on voit qu'on a un module, une contrainte qui monte jusqu'à 200 ou 300 newtons. On a une élongation qui est assez faible, donc c'est-à-dire que on peut pas appliquer une force très importante et elle casse assez vite. On peut voir que sur nos éprouvettes, la 4 et la 3 rompent dans le L0, donc dans la partie du milieu, alors que l'éprouvette 2 et 1 cassent donc juste avant ce L0, qui se trouve entre mes deux doigts là. Donc on peut rejeter ces deux éprouvettes, c'est-à-dire que leurs résultats ne sont pas forcément à prendre en compte, ou en tout cas il faut garder à l'idée qu'elles ont mal cassé. Dans le cas du cas numéro 2, imprimé en noir, donc on voit qu'on a en fait un phénomène de délamination, où en fait les différentes couches du matériau se délaminaient, se séparaient au fur et à mesure qu'on tirait dessus. On a du coup une contrainte max qui est supérieure au PLA blanc. On suppose que cette contrainte max supérieure est due justement à ce phénomène de délamination qui répartit en fait la contrainte sur une surface plus grande et qui du coup permet de tirer plus fort. Sur le PET ici, on voit qu'il a cassé net au milieu du L0. La contrainte max était supérieure au PLA et le déplacement était légèrement supérieur aussi. Sur le PETG, c'est là où on a eu les comportements le plus différents. On est monté jusqu'à quasiment 2 kN sur la contrainte max et sur le déplacement, la déformation, on est monté jusqu'à plus de 10 mm, donc ce qui est le déplacement le plus important sur toutes les éprouvettes. Mais on a un phénomène particulier où on se rend compte en fait que l'éprouvette très rapidement elle casse en son milieu et elle continue en fait à se déformer pendant un temps assez long en ayant toujours une contrainte max assez élevée. Et enfin, l'ABS ici, on voit que l'éprouvette numéro 4 n'a pas cassé dans le L0, donc il n'y a que les 3 premières qui sont gardées. Et on peut voir qu'on a une contrainte qui est importante, mais inférieure au PETG. Et on voit que le déplacement, par contre, la déformation n'excède pas 4 à 5 mm. Donc voilà pour les résultats des différents échantillons. Donc on vient de finir toute la partie test donc sur les différentes éprouvettes, donc aussi bien test de choc que test de traction, et donc là on va vous livrer les différents résultats. Tous les paramètres de test sont disponibles dans l'annexe, donc avec tous les paramètres où on peut reproduire en fait les expériences. Donc pour les résultats, pour rappel, on a testé donc 2 PLA de 2 couleurs différentes, du PET, de l'ABS et du PETG. Donc les 2 PLA ont des résultats qui sont vraiment très différents les uns des autres, que ce soit aussi bien en traction que en choc. Donc c'est des résultats qui sont un petit peu aberrants de notre point de vue.
Ils ont des résultats, par exemple, des modules Young qui sont exceptionnels, comparés par exemple au PETG ou même à l'ABS, qui a très bons résultats généraux. Donc là, on a des modules Young de l'ordre de 1500 mégapascales contre 1100 mégapascales pour l'ABS, donc ce qui n'est pas censé être le cas. Donc on met un petit peu entre parenthèses ces résultats d'ABS et on va vraiment se concentrer sur le PET, le PETG et l'ABS. Et donc quand on compare ces trois matières premières, on se rend compte en fait que l'ABS est toujours devant et de très loin en fait. Le plus flagrant, c'est vraiment la résistance au choc, où là on a des résultats de l'ABS qui sont quasiment 7 fois supérieurs au PETG, donc qui est le résultat secondaire. Donc dans un premier temps, en fait, on s'était dit, juste en comparant les résultats, l'ABS est le plus intéressant, parce qu'il a vraiment des propriétés qui sont parfaites. Mais en fait, quand on regarde toutes les problématiques qu'on a sur l'impression 3D, sur la complexité d'impression, on se rend compte qu'en fait, c'est pas viable de faire un surf comme ça. Donc on s'est reporté sur le PETG qui a les deuxièmes meilleurs résultats et qui est nettement plus facile à imprimer. Voilà, c'est ça. Donc on prend le PETG parce qu'il est plus facile à imprimer que l'ABS. Il n'est pas toxique aussi que l'ABS en impression de rejet des nanoparticules. Il est un peu moins bon mécaniquement, mais donc il est plus facile d'un point de vue simplicité et mise en place. C'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et ensuite, on n'a pas choisi le PLA qui était plus éco-responsable, ce qui est fait en amidon de maïs. Mais par contre, au niveau des résultats mécaniques, c'était vraiment pas à la hauteur ni du PETG ni de l'ABS. Donc on a choisi un peu un entre-deux qui nous paraissait vraiment bien, que ce soit pour le côté impression ou le côté résistance mécanique qui était le PETG. Donc pour la partie modélisation, on a utilisé un logiciel comme SolidWorks, donc qui s'appelle Fusion 360, qui va venir faire de la modélisation en surfacique et en volumique. À partir d'une esquisse, donc un dessin, on a fait en fait une extrusion, donc on a développé de la matière, ce qui nous a permis donc de créer cette forme ici de surf avec des alvéoles pour pouvoir réduire la masse totale du surf. Maintenant qu'on a défini le matériau qu'on allait utiliser pour faire notre impression 3D, donc faire notre surf, donc le PETG, c'est ce qui a été défini à la fin des différents tests qu'on a réalisés sur tous les matériaux, donc sur toutes ces brouettes. Donc maintenant on passe à l'étape de l'impression. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est donc l'imprimante 3D qu'on va utiliser. Donc vous voyez ici les différentes parties avec le plateau amovible, donc qui bouge selon les X. La tête d'extrusion ici, avec donc les différents ventilateurs, la petite buse qui est juste en dessous. On voit ensuite donc le tube où passe le filament. On a ici donc le moteur qu'on voit juste là, qui est entraîné par cette petite courroie. Donc cette courroie entraîne le fil qu'on voit juste là, qui est en noir. Ça, c'est le détecteur de fin de filament. Donc en fait, c'est capable de dire si le fil est présent dedans, donc passe dedans. Donc en cas de fin de bobine, ça permet en fait simplement de mettre l'impression en pause. Donc là, on voit donc le filament qui est ici. Et en fait, c'est le déplacement, donc ce que je disais, du plateau en X de la tête d'extrusion que vous voyez ici, qui va monter aussi en Z et qui va aussi se déplacer en Y. Donc en fait, c'est vraiment l'ensemble de des combinaisons de ces trois mouvements qui va créer qui va venir déposer une couche de filament dessus et qui va en fait créer la pièce. Donc voilà, on s'est intéressé dans le cadre du coup de notre impression à la consommation de cette imprimante pour l'impression. Donc pour ça, pour s'intéresser à cette partie-là, on a pris une pince ampère-métrique, donc vous voyez juste ici, qui est capable en fait tout simplement de regarder la consommation de la tension une fois qu'on met un câble, on va dire, entre les deux pinces. Donc tout bêtement, en fait, on a lancé l'impression et on a mis en fait, vous voyez, hop, la pince autour du câble d'alimentation ici, mais également autour du câble d'alimentation pour le moteur de l'extrudeur ici, ainsi que les trois moteurs. Donc on l'a dit, il y a le moteur du plateau, il y a le moteur ici en Z. Et en fait, ça nous a permis de regarder et de connaître la consommation énergétique pour une impression. Et en fait, ça nous permet de dire maintenant que une imprimante 3D, alors en tout cas l'impression d'un surf via une impression 3D, est beaucoup plus économe, moins énergivore que si on passait par la fabrication d'un pain de mousse
comme ce qui est le cas maintenant sur les surfs actuels. Alors là, on est en train de faire donc la partie fibre et stratification du surf. Donc là, on est sur la découpe de la fibre de verre. Donc notre premier objectif, ça va être de bien scotcher la fibre, de faire un gabarit et de le bien scotcher pour pouvoir découper au ciseau à l'intérieur pour pas que la fibre s'effiloche. Et là, on teste de faire un gabarit où on va pouvoir replier en fait une partie de la fibre en dessous le surf pour que la résine colle et que ça nous permette d'en mettre juste une au-dessus et une en dessous et pas sur les côtés pour que ce soit plus simple à faire. On a d'abord voulu dans un premier temps essayer de s'entraîner pour la stratification et aussi faire des tests de différentes techniques de stratification pour voir laquelle était le mieux adaptée à notre besoin, puisque nous on avait déjà une expérience en stratification mais sur du matériel plutôt grand et le fait que le surf soit assez petit changeait pas mal de choses. Donc on a testé différentes techniques, soit en posant la fibre vraiment juste sur le dessus ou juste sur le dessous, ou alors en essayant de recouvrir par exemple le dessus de la fibre et une partie du dessous pour voir laquelle est collée le mieux notamment. Ok, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la colle cyano donc, sur les jonctions, donc les deux jonctions, sur les parties pleines, on va dire, donc sur les extrémités, sur les rails du surf. Donc on a assemblé les trois morceaux ensemble. Et là, ce que vous voyez sur le dessus, c'est du scotch renforcé avec des fibres de verre. Et en fait, l'idée, c'est juste de préassembler le surf pour ensuite venir mettre la fibre de verre par-dessus pour pas qu'il puisse bouger une fois qu'on l'a stratifié. Donc là, en fait, on a découpé les deux patrons de fibres pour le dessus. Donc on a décidé de mettre deux couches sur le dessus du surf et deux couches sur le dessous. Donc on va poser deux couches de fibres. Et donc cette fibre de verre, ensuite, on va l'imprégner de résine époxy pour la poser sur le surf. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le mélange. Donc on va préparer la résine qu'on va ensuite utiliser pour mettre donc sur les deux morceaux de fibre de verre qu'on a préparé là, qu'on va mettre sur le dessus du surf. Donc ça, c'est de la résine époxy, donc que vous voyez ici. Et ça, c'est le durcisseur. Donc il faut les mélanger dans la bonne proportion pour avoir un mélange qui soit consiste tout simplement avec le temps. Donc les proportions, nous ce qu'on va faire pour la quantité, on va faire 100 g de préparation. Donc pour 100 g de résine, il faut mettre 30 g de durcisseur. Il faut bien homogénéiser après. Et on peut directement venir appliquer, donc là nous on va mélanger avec une petite spatule en bois. Et on peut venir directement appliquer à la spatule sur notre fibre là. Donc on va venir l'appliquer de manière homogène pour qu'il n'y ait pas trop de fibres, pour pas qu'il y ait trop de surplus, mais pour que tout le tissu soit bien imbibé. Et après on va directement venir poser le tissu sur le surf. Donc on va poser deux couches directement. Et puis on va laisser sécher pendant 24 heures. Donc là, dans le récipient que j'ai dans les mains, là, on a la préparation qu'on a faite tout à l'heure, donc avec le dosage qu'on a expliqué. Ce que je fais, c'est que je viens appliquer donc une première partie là. J'en mets un petit peu, on va dire n'importe comment, mais juste que ce soit réparti de manière homogène. Avec la spatule qui est là, en fait, je vais venir tout simplement étaler la résine. Et vous voyez, au fur et à mesure que je l'étale, le tissu change de couleur. En fait, c'est juste qu'il est imbibé. Donc c'est un bon repère pour savoir si c'est imbibé de manière homogène. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement imbiber tout le tissu que vous voyez là, pour qu'il ait en fait la même couleur qu'au milieu là. Donc ça, c'est un peu le repère que ce soit bien imbibé. Et ça, c'est la deuxième couche. Et la première couche, donc vous pouvez voir, on l'a déjà appliquée sur le surf, donc on a fait la même chose. Et on est venu en fait directement la poser sur le surf, et avec la spatule, on est venu l'étaler délicatement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième couche dessus pour encore augmenter la rigidité du surf, parce qu'on trouvait que c'était pas assez rigide sur les tests qu'on a fait auparavant. Pour ce qui est de la partie vraiment pratique de la fibre, on n'a pas fait beaucoup de tests, à part les tests pratiques préliminaires qu'on a fait. On ne s'est pas vraiment beaucoup renseigné et ni étudié au niveau de la strate, tout ce qui était par exemple l'épaisseur de la fibre, comment orienter la fibre. Par exemple, est-ce qu'on orientait différemment la fibre entre donc par exemple la strate du dessus et la strate des côtés, tout ça au niveau par exemple des mélanges entre
donc le durcisseur et la résine époxy. On ne s'est pas énormément renseigné, on n'avait pas beaucoup de temps, c'était pas aussi l'objectif. Et donc on a vraiment fait ça avec nos moyens et nos connaissances, on va dire des connaissances assez basiques. C'est pour ça qu'on a aussi eu pas mal potentiellement de problèmes. Après, c'était aussi la première fois. Par exemple, surtout au niveau par exemple de l'arrière et de l'avant du surf, on avait vraiment du mal à faire coller la fibre. De plus, on a aussi sur le surf final pas mal de bulles d'air qui sont apparues, que ce soit sur les côtés mais aussi sur le dessus et l'arrière. C'est des choses qui pourront, si on continue, essayer d'être améliorées dans des prochaines versions du surf. Et donc maintenant, on va vous parler des perspectives d'évolution donc pour cette étude. Donc là, on considère qu'on a répondu à nos projets, à nos attentes, à nos objectifs pour cette année, mais on a envie en fait de continuer l'année prochaine sur ce projet, d'aller un petit peu plus loin, et notamment de faire l'étude comparative qu'on n'a pas pu faire malheureusement sur l'injection plastique et l'impression 3D, donc pour les éprouvettes. Regardez si on a une différence de propriétés mécaniques entre celles qui sont injectées plastiquement et celles qui sont imprimées. Donc c'est vraiment une étude qu'on a envie de faire. Et à terme, donc on le disait tout à l'heure, pouvoir créer son propre filament avec donc des matériaux recyclés et du coup être vraiment dans l'objectif qu'on s'était fixé au début. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment de faire une étude de la stratification. C'est vrai que là, en fait, on nous a fourni directement la matière première, donc à savoir de la fibre de verre et de la résine époxy. On n'a pas eu le choix et on s'est renseigné, mais assez succinctement. Et donc là, l'intérêt, c'est vraiment de faire une étude poussée sur les matériaux, donc aussi bien la matrice que les renforts, mais aussi sur l'épaisseur donc du drapage, l'orientation du drapage, la manière de poser. Donc c'est vrai que là, on a essayé plusieurs manières de poser et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment qu'une seule manière qui était facile à mettre en place et qui aboutissait à quelque chose de bien. Et quand on voit le résultat, bon, on peut très vite se dire que esthétiquement, c'est pas le plus joli. Donc c'est vraiment refaire une étude là-dessus sur les différents, sur la stratification. Ensuite, donc, le troisième point qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a pas pu faire à faute de temps, c'était vraiment réaliser une étude mécanique sur la strate et sur du plastique straté. On aurait aimé pouvoir tester soit un surf entier, soit des bouts du surf, notamment en flexion 3 points ou alors en test de choc, par exemple en lâchant une bille pour voir comment donc le surf résiste au choc, pour pouvoir voir, parce qu'on a fait une étude sur les matériaux on va dire bruts, seuls, et on aurait aimé pouvoir comparer ces résultats avec des tests mécaniques sur donc, le surf, et pouvoir également aussi, donc là on a un surf qui est en PETG, pouvoir également donc faire des études mécaniques sur différents matériaux, donc surf en PETG avec de la fibre, ou par exemple surf en PLA avec de la fibre, pour voir si vraiment il y a des différences, si le plastique qui est à l'intérieur apporte beaucoup de différences ou peu, et donc potentiellement pouvoir choisir des matériaux plus adéquats. Et aussi potentiellement pouvoir faire des tests réels, donc dans l'eau, pour voir comment le surf réagit, et enfin plutôt aussi apporter un aspect plus esthétique au surf, puisque si on se dit que c'est un prototype qui pourrait potentiellement être développé et vendu à terme, même si ce n'est pas forcément le projet, il faut que ce soit un peu plus vendeur, et donc on aurait aimé aussi potentiellement faire un glaçage avec du papier de soie et de la résine par-dessus pour avoir un surf qui est bien blanc, bien joli, comme ce qu'on a dans le commerce tout simplement. Et enfin, dernier point, on aurait aussi aimé tester des matériaux un peu plus complexes. Là, on a vraiment pris des matériaux, on va dire, assez basiques, du PLA, de l'ABS, des choses qu'on pouvait trouver assez facilement. Et malheureusement, ce n'est pas forcément des matériaux qui sont issus de filières éco-responsables ou issus de sources biologiques. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir tester des matériaux donc plus techniques, mais forcément plus chers, plus compliqués à imprimer. Mais ce serait vraiment notre volonté d'avoir des matériaux qui répondent un petit peu mieux à nos critères éco-responsables. En conclusion, on pense qu'on a bien répondu à la problématique qui était donc de fabriquer un surf en matériaux éco-responsables, puisque notre livrable, on a bien réussi à imprimer un surf, donc le straté. Au niveau du éco-responsable, on a un surf qui en fait est composé d'alvéoles, et donc au niveau du poids et de la matière plastique, de la masse de plastique utilisée,
on a une masse qui est bien plus faible qu'un surf plein. Donc on est dans une démarche éco-responsable puisqu'on apporte moins de matière. Par contre, on n'a pas pu vraiment avoir un plastique ni des résines ou des fibres éco-responsables, faute de moyens et de temps. Et donc on est plus, c'est vraiment que la réduction de poids qui fait que notre surf est éco-responsable. Un des points positifs aussi de la fabrication, de ce type de fabrication, c'est en fait le coût énergétique qui est relativement faible. Là, le surf, en fait, si on prend que la partie impression 3D, dépense très peu d'énergie. On peut imprimer le surf, donc là, celui-ci en 72 heures, mais en affinant les paramétrages et sur des imprimantes qui sont un petit peu plus haut de gamme, on peut drastiquement réduire ce temps d'impression et du coup diminuer le coût énergétique. Et en plus, une fois qu'on industrialise en fait ce procédé d'impression 3D sur une échelle industrielle avec des grands volumes, et ben en fait on se rend compte que le coût de la matière première, le coût de l'impression va pratiquement diminuer encore une fois, et du coup ça va baisser notre empreinte carbone et baisser en fait le coût de fabrication de notre surf. Donc c'est vraiment, je pense, un produit qui est intéressant et je pense qu'on répond bien à notre problématique d'une conception de surf éco-responsable par la réduction de son poids. On espère que ça vous a plu. On remercie encore Monsieur Casari et Corentin pour leur aide précieuse. Et on espère que cette vidéo, ce projet aura une suite l'année prochaine pour aller un peu plus loin.